Hey, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé. Je sais pas si je vais être capable. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et je récidive aujourd'hui avec un épisode de ma série Je lis les favoris de. C'est le 3e. En mars, j'ai lu 5 romans qui faisaient partie des favoris de Booktubers français. En avril, j'ai lu des favoris des Booktubers québécois. Et aujourd'hui, on retourne à l'Europe. Je crois que c'est toutes des Françaises. Je crois. Mais vous me direz si je me trompe. Si on se rappelle, en février, j'avais fait une longue vidéo, surtout longue à monter en fait, où je vous expliquais quels livres j'avais en commun dans mes préférés avec les booktubers que j'avais sélectionnés, et j'avais regardé dans leur liste et j'avais pris 3 romans qui me tentaient peut-être, et je m'étais dit je me laisse le choix dans ça pour voir ce que je vais lire. Dans cette liste, aujourd'hui, je vais vous parler de romans qu'avaient adoré Eve Lecture, Nana Oops, Délivrez-nous, Nabolita et Mimsly. Et parce que j'aime bien me tricher moi-même, j'ai ajouté une booktubeuse qui n'était pas dans la liste du départ parce qu'il n'y en avait pas assez en commun avec moi, mais j'ai lu un de ses favoris, je l'ai vraiment beaucoup aimé, puis ça me tentait de vous en parler. Donc, vous aurez l'un des préférés de Flow & Books. C'était supposé être un vlog, comme vous voyez, c'en est pas un, vous allez avoir une vidéo bien normale, face cam, et on y va. Première booktubeuse, Eve Lecture. Dans ce que j'avais présélectionné, il y avait Eden de Audur Avaolafsdottir, je crois. C'est ça, en fait, c'est les bonnes lettres, mais je pourrais pas jurer de la prononciation. Il y avait Katie de Michael McDowell et Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates. Dans sa sélection à elle, j'avais hésité à mettre La Route en bande dessinée. Vous savez que ce roman-là a été illustré par Manuel Arsenet. Je me suis dit que je serais jamais capable de le lire, mais en BD peut-être. Bon, c'est pas ça que j'ai choisi, mais j'ai l'intuition que je vais la lire, la bande dessinée, bientôt. Peut-être parce qu'elle est arrivée cette semaine dans ma boîte aux lettres. Toujours est-il que je vous laisse avec Eve et sur ce qu'elle avait à dire sur le titre que j'ai choisi. Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates. J'ai découvert sa plume avec ce petit roman dans un 7 jours 7 livres et j'ai trouvé ça assez incroyable comme écriture parce que écrire un livre d'ambiance en si peu de pages, gothique, avec des personnages vraiment assez charismatiques et une ambiance vraiment pourrie, ça, délicieuse pourriture, j'ai trouvé ça assez fantastique, donc je veux relire. C'est pas tellement surprenant de voir que j'ai choisi un roman de Joyce Carol Oates parce que normalement, ça passe. Il est arrivé des fois où ça l'a cassé, mais habituellement, ça passe. J'aime sa plume et j'aime sa façon un peu subversive de raconter tout ça. Dans ces romans, il n'y a jamais de personnages parfaits, ils sont même pas mal fuckés la plupart du temps. Et je trouve qu'elle a un don incroyable pour nous faire ressentir un vrai malaise à la lecture. Dans ce roman-ci, Délicieuse pourriture, c'était voulu, c'était clairement voulu parce que la situation... Oh my god, que c'est malsain. Ça a comme pas de bon sens. Faut savoir que c'est un très très court roman. Il est vraiment mini. Il est là d'ailleurs. J'aurais pu le sortir. Hein? Ouais, mais je le sortirai pas. On a une atmosphère un peu dark academia. On est dans un petit collège privé pour filles en Nouvelle-Angleterre. On est dans les années 70. Notre narratrice, elle s'appelle Gillian. Elle habite dans le plus petit dorm, la plus petite résidence. On est donc dans un univers très, très clos. Et c'est une histoire d'emprise parce que notre personnage principal, ainsi que plusieurs de ses colocs, ils sont dans un cours très, très élitiste de littérature avec un professeur super charismatique qui s'appelle André. Et un jour, dans une classe encore plus élitiste, il décide de leur faire écrire leur journal intime en classe. Faites juste s'imaginer le truc, là. 10-12 jeunes femmes qui ont toutes un crush sur leur prof et celui-ci leur demande de mettre leur trip sur la table. Et ils les mettent pour de vrai, là. Quitte à aller un peu en surenchère pour se faire remarquer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce professeur-là a l'habitude d'élire quelques étudiantes pour aller les aider, lui et sa femme. Sa femme, c'est une sculptrice, elle collectionne la laideur. Et quand ils sont choisis, il faut comme pas trop qu'ils le disent, fait qu'ils soupçonnent les unes les autres. Tu sais, le red flag, là, il est gros comme ça. Vous pouvez vous imaginer que Gillian, elle va se faire avoir là-dedans. Elle va prendre des décisions, mais épouvantables. Mais c'est une histoire d'emprise. Fait que c'est un petit peu normal. L'atmosphère, elle est glauque. C'est gluant comme truc. Puis on a Gillian qui est dans cette situation-là, qui voit un peu que c'est terrible, mais qui veut pas tant s'en sortir, mais des fois oui. Bref, elle est dans une ambivalence constante. De l'extérieur, c'est dégueulasse, là. Dégoûtant, dégueulasse. La manipulation, ça paraît, c'est évident, mais elle, pris dedans,
Elle voit pas tant de cette façon-là. Puis, ben, les filles sont comme un peu montées les unes contre les autres. Il va se passer toutes sortes de choses. Et moi, ce que je trouvais le plus difficile à lire, c'est de voir ces jeunes femmes-là intelligentes qui désiraient ce truc-là. Et on se rend bien compte qu'il y a des conséquences parce qu'avec Joyce Carol Oates, il y a toujours une espèce de truc qui va se passer, là. Il va se passer de quoi? Si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est tout ce que j'aime, hein, les romans qui se passent dans les écoles, cette période charnière-là qui est le passage au vrai âge adulte, les atmosphères qui sont prégnantes, le thème de l'obsession qui est là partout, et il y a certaines scènes, ça fait mal au cœur de les lire, là. Il y a de l'érotisme qui est extrêmement inconfortable, il y a des histoires de drogue dans tout ça. Le personnage de Gillian, elle n'a rien de la parfaite victime, là. Elle prend des mauvaises décisions à un moment donné, et je trouve que la réflexion qu'il y a là-dedans, c'est intéressant parce qu'elle est une victime, clairement. Son regard, il évolue au cours des pages et nous, comme lecteurs, on est complètement oppressés dans ce récit-là. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je pense que j'ai mis 4.5 sur 5. Oui, c'était pour moi. Merci, j'ai beaucoup aimé. On passe à Nana Oops. Dans ce que j'avais présélectionné, il y avait le roman dont je viens de vous parler, Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates. Il y avait également Lettre à D de André Gorz et La végétarienne de Han Kang. Je lui laisse la parole pour voir ce que j'ai choisi. Lettre à D d'André Gorz. Ici, on est donc en face d'une lettre d'André Gorz donc, qui revient avec 50 années de recul sur son existence maritale aux côtés de son épouse qui va donc très prochainement décéder. C'est une espèce de testament avant l'heure. C'est un petit texte qui est bouleversant, qui est très intéressant, qui est d'une richesse assez impressionnante et c'est une des plus belles déclarations d'amour que j'ai pu lire. J'aime beaucoup ça et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée au travers de ce livre puisqu'on sent véritablement que André Gorz a abordé aussi cette histoire d'amour avec cette dimension très littéraire qui l'habitait de toute façon, de façon indubitable et qu'il ne pouvait pas réfréner. Bon, je vais être honnête, ces 3 choix, je les ai lus tous les 3 maintenant. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lettre à D de André Gorz parce que La végétarienne, je l'ai lu, mais j'ai juste de le finir et j'ai pas écrit ma chronique et j'ai peur de divaguer de tout bord, tout côté, surtout que, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas filmé puis je me trouve un peu poche aujourd'hui. Et je me rappelle aussi que ce roman-là, il faisait partie des favoris de Cornelius l'année passée. Et là, je dis ce roman-là, mais c'est pas un roman, c'est de la non-fiction. En fait, c'est la lettre que André Gorz écrit à son épouse. Ils sont tous les deux au crépuscule de leur vie. Elle a été son grand amour et il lui parle pendant plusieurs pages. Mais pas tant, là, parce que c'est court aussi. Pour se l'avouer, ce qui rend ce texte-là très très poignant, c'est qu'on sait que l'auteur et sa femme se sont donné la mort ensemble quelques mois plus tard. Et nous avons ici un texte sur l'amour, sur leur histoire et leur contexte de vie. Donc, oui, c'est une lettre d'amour, mais c'est aussi l'autobiographie de leur histoire d'amour, de leur rencontre jusqu'à maintenant. Et il va parler aussi de l'influence qu'elle a eue sur son œuvre à lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, son œuvre à lui, je la connais pas. J'avais déjà entendu ce nom-là et je suis même plus sûre si je l'avais entendu avant que Cornelius en parle l'année passée. Je connais pas son œuvre, je connais pas ses pensées, je sais pas c'est qui. Et je pense que j'aurais apprécié davantage si je les avais connues, ces pensées-là. Je reprocherais aussi le fait que je trouve ça assez auto-centré parce qu'on parle de André et Dorine. Dorine, c'est sa femme, mais très très peu de Dorine seule. En fait, on va juste la connaître à travers son prisme à lui, ce qui est normal, là, vu que, en tout cas, c'est leur histoire. Mais ce qu'elle a fait sans lui, on le voit très très peu. Par contre, il y a un acte d'humilité dans tout ça parce qu'au cours de sa carrière, là, il l'avait pas manqué, il avait pas donné le crédit qu'elle méritait. Et là-dedans, ben, on a un gros « Oups, j'ai merdé, pardonne-moi, excuse-moi, je t'aime ». Puis un gros « merci » aussi. Tu sais, ça a été long avant qu'il s'en rende compte, ou du moins qu'il l'admette, mais au moins il l'a fait. C'est sûr que c'est émouvant, c'est une vraie histoire. En plus, ça parle d'amour qui dure, ça parle de personnes âgées, mais vous savez que ça me touche toujours, les histoires de personnes âgées qui s'aiment après tant d'années, qui font presque partie l'un de l'autre. Ça, j'ai trouvé ça super beau. C'est très bien écrit. Il y a des moments qui sont touchants, mais je ne crois pas que ça va faire partie de mes favoris. Je suis moins enthousiaste. Moi, c'est une bonne lecture, mais pas un wow non plus. Bon, tant qu'à faire, est-ce que je m'essaie de vous parler de La végétarienne? Ça serait fait. Puis de toute façon, à bien y repenser, même si j'écris ma chronique, je suis pas sûre que ça va être plus clair parce que, en fait, je suis pas sûre que j'ai tout compris dans ce roman-là. La végétarienne est très
et végétale, voilà. Vous allez trouver ça assez... c'est un pléonasme compte tenu du titre, mais on va suivre donc une jeune femme, donc Young-hye, qui donc un soir va faire un rêve. Suite à ce rêve, elle va se refuser à manger toute forme de denrées s'apparentant à l'animal. Ça va être extrêmement mal reçu par son mari, extrêmement mal reçu par sa famille, et c'est assez surprenant. La langue de Han Kang est très particulière. On a 3 points de vue ici, donc il y a véritablement 3 modes d'expression et de considération concernant cette question du végétalisme. Il faut savoir que dans 2 d'entre eux, il est traité comme une folie qui va s'ancrer et qui va posséder Young-hye. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce roman-là, qui a été traduit il n'y a pas si longtemps, a été écrit en 2015. Déjà là, ça met la table. Si on se dit, bon, mais c'est pas des thèmes qui sont nouveaux, ça fait quand même une dizaine d'années. Là. Cette histoire-là, c'est l'histoire de Young-hye. Et là, j'ai l'intuition que ça se dit pas comme ça, mais bon, bear with me. Par contre, on n'aura jamais la voix de cette femme-là. Elle va rester mystérieuse, évanescente et très particulière jusqu'à la fin. Parce que nous, on va la rencontrer à travers le regard de 3 personnes, 2 hommes détestables, les 2 mecs, là. C'est comme, oh mon Dieu, que c'était pénible! C'était tellement pénible de lire leur point de vue. Et la sœur du personnage principal. Le premier point de vue, c'est celui de son mari, qui l'avait choisi parce qu'elle était ordinaire. Elle avait rien de spécial, cette femme-là. Il la trouvait un peu plate, puis il se disait, bon, ce sera pas compliqué de vivre avec. Bravo, champion. Sauf que un jour, son épouse décide de devenir végétarienne. En fait, plus vegan, parce qu'elle ne veut plus manger rien de ce qui vient des animaux. Et elle s'y tient, puis elle a la tête dure, là. À partir de ce moment-là, le regard qu'il va poser sur elle et le regard que les autres vont poser sur elle va complètement changer, et elle va se retrouver prise avec oui, des préjugés, mais ça parle surtout du regard des autres, du regard qui est porté sur la différence, de la capacité des femmes à choisir ce qu'elles veulent, à prendre leurs propres décisions. Et on a vraiment une critique sociale. Il y a certaines scènes dans cette première partie-là, je les ai trouvées terribles. Une scène de souper de famille, j'ai trouvé ça horrible. Il y a plein de scènes où il y a de la cruauté animale, veux pas. À plusieurs reprises, j'ai été obligée de le refermer. Je l'ai lu sur une terrasse à Paris, c'était fabuleux, mais quand même, c'était too much pour moi, là. Le deuxième point de vue, c'est celui de son beau-frère qui est artiste, et lui, tout d'un coup, son regard va changer quand il apprend qu'elle a une tache mongoloïde qui n'est jamais disparue. À partir de là, il va avoir une affinité incroyable parce qu'il a vu un truc comme ça dans ses œuvres, dans sa tête, et il va décider de reproduire ce qu'il a vu avec sa belle-sœur. Écoutez, c'est ça. Elle n'est plus une femme, elle est une œuvre d'art dans sa tête. Il se passe des affaires qui sont épouvantables et elle va de moins en moins bien dans tout ça. Elle a un comportement qui est totalement incompréhensible. Est-ce que c'est une prise de pouvoir? Est-ce que c'est de la santé mentale? Moi, je pense qu'on a de la santé mentale, mais dans le fond, c'est aussi une réaction face à toutes les violences que cette femme-là a subies. Mais quand même, là, ça va loin. Et finalement, le dernier regard, c'est celui de sa sœur, la femme de l'autre. Et elle regarde sa sœur dépérir, elle veut plus rien manger, c'est vraiment compliqué. Il y a des bouts où elle parle plus, elle va errer quelque part, il y a un thème de la nature qui est récurrent également. On la comprend pas, ce personnage-là, et c'est là où j'ai l'impression que j'ai manqué quelque chose. Parce que si je suis capable de discerner quelques thèmes, je suis pas tant sûre que je comprends ce que l'autrice a voulu nous dire. Moi, l'image qui m'a marquée, c'est qu'à un moment donné, son corps devient un canevas vierge où son beau-frère peint des choses dessus, donc qui elle est, elle, parce qu'elle accepte tout ça, là, puis en tout cas, elle va pas bien, comme si c'était les autres qui déterminaient qui elle est, elle, et quand elle décide de dire quelque chose, ben là, il y a personne qui l'accepte. Moi, c'est cette image-là que je vais garder. Par contre, j'ai tellement l'impression de ne pas avoir compris, je me suis tellement sentie nounoune que je peux pas dire que c'est un grand moment de lecture, mais c'est super particulier. Je le recommanderais pas à tout le monde, mais si ça vous intéresse, ben pourquoi pas. Parce que c'est un roman qui divise vraiment. Soit on adore pas pantoute, ou ben moi, je sais pas parce que je suis nounoune pis j'ai pas tout compris. Prochaine booktubeuse, délivrez-nous. Dans ce que j'avais repéré, il y avait La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, Le temps de l'innocence de Edith Wharton et L'équilibre du monde de Rowington Mistry. Je laisse la parole à Délivrez-nous qui nous parle du roman que j'ai lu. La lettre écarlate, je l'avais lu déjà plusieurs années auparavant et j'adore ce roman. Et là, quel plaisir de le relire. C'est beau, c'est sublime, c'est tragique. J'adore La lettre écarlate.
C'est l'histoire d'une femme qui a un enfant hors mariage et dans sa communauté puritaine. C'est à la fois la description de son calvaire, de la vie d'ascétisme qu'elle vit à ce moment-là, de la vie de sa fille qui est issue de cet adultère, et d'autres personnages qui gravitent autour. C'est un grand classique de la littérature américaine. Si vous aimez la littérature qui fouille la psychologie des gens jusqu'au tréfonds de leur âme, si vous aimez les personnages tourmentés, si vous aimez les écritures denses, subtiles, fouillées, vraiment Nathaniel Hawthorne est fait pour vous. Donc, La lettre écarlate. Je n'avais jamais lu Nathaniel Hawthorne. Jamais. Pourtant, j'ai visité la supposée maison aux 7 pignons, mais il a fallu que je lise La part de l'océan de Dominique Fortier, qui parle de la relation entre Nathaniel Hawthorne et Melville, celui qui écrit Moby Dick, pour que je me décide finalement à le lire. Et en plus, ça faisait partie des choix de Délivrez-nous. L'histoire, je pense que tout le monde la connaît. La protagoniste s'appelle Esther Prynne, elle fait partie d'une petite communauté très puritaine de la Nouvelle-Angleterre et elle porte la lettre écarlate, c'est-à-dire une pièce de tissu qui est rouge, très très flashante sur son vêtement, qui la désigne comme femme adultère. Esther a toujours refusé de révéler l'identité du père de sa fille, la petite Pearl, mais son monde va être chamboulé quand elle va reconnaître son mari qui revient alors qu'on le croyait perdu en mer. On va s'entendre, il ne sera pas ravi de voir que sa femme est une femme adultère. Pas tant, puis il va dire que c'est pas un personnage qui est vraiment agréable. Vraiment pas. Je comprends tellement pas pourquoi j'avais pas lu cet auteur-là avant. J'avais l'impression qu'il était très carré, très puritain. Ça fait drôle d'utiliser ce mot-là parce que c'est un peu ce qu'il dénonce dans ce roman-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le roman a été écrit au 19e, donc pour nous, c'est un classique, mais il raconte des événements qui se sont passés 2 ans avant, au 17e. Donc c'est un roman historique, en fait. Vous pouvez vous imaginer que moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, ça a été de voir la critique sociale faite par un homme d'il y a 200 ans sur ce qui s'est passé il y a 200 ans. Oui, je sais, j'aime ça lire les œuvres dans leur contexte historique, puis les analyser comme ça, puis voir comment ça a évolué. Ça me fait triper. Excusez. Parce que quand j'y pense, à mes yeux, à moi, de femme qui vit maintenant au 21e siècle, ce qui est prôné dans le roman, ce qui est déterminé comme étant bien, c'est très carré également. Il y a un aspect qui est très chrétien dans cette œuvre-là. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, c'est clair. Oui, il y a un peu d'indulgence envers Esther, c'est un personnage féminin fort qui fait ce qu'il peut toute seule, qui fait tout ce qu'il peut pour élever sa fille. Il la regarde avec bienveillance. Mais quand même, tu sais, sa fille est un peu une diablesse, là. Est-ce que c'est un signe de quelque chose? Je ne sais pas. Parce que dans les romans de cette époque, il y avait du symbolisme, n'est-ce pas? Mais j'ai pas poussé l'analyse tant loin que ça, puis j'ai pas lu non plus. Donc, oui, on dénonce ce qui s'est passé 200 ans auparavant, mais quand même, ce qui est mis en valeur, c'est la foi et surtout le profond repentir qui va faire que la rédemption va peut-être ou peut-être pas arriver. Ce qu'il faut savoir et ce que je savais pas, c'est que cette histoire-là, c'est une histoire d'amour. J'ai pas dit une romance, là, une histoire d'amour, parce qu'il y a vraiment quelque chose en dessous de ça, il y a vraiment un récit, un fil rouge qui se suit, et tout ça, ça va donner lieu à des réflexions sur la culpabilité, sur la moralité, et comme je disais, la rédemption. C'est sûr qu'on devine assez rapidement ce qui est arrivé, je pense pas que c'était le but de l'auteur de le cacher. C'est sûr, les phrases sont un petit peu tarabiscotées, tu sais, ça fait 19e, il y a quelques répétitions, mais moi j'aime ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait de moi un être étrange, mais j'aime ça, et j'ai passé une très bonne lecture. On continue avec Napolitain. Dans ses meilleures lectures de l'an dernier, j'avais repéré Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates. Vous pouvez vous imaginer que c'est pas de celui-ci dont je vais vous parler. Il y avait L'entrave de Colette et À la recherche de Marie de Madeleine Bourdoux. Alors, je vous laisse avec elle qui va vous parler un peu du roman que j'ai choisi. À la recherche de Marie de Madeleine Bourdoux, qui est une autrice belge. Je vais pas trop vous en dire, c'est un court récit. C'est un roman dans lequel Madeleine Bourdoux, elle présente une vision de l'amour et du couple que je n'ai pas vu souvent représentée en littérature. C'est assez rafraîchissant, lumineux, plutôt optimiste. C'est une écriture surtout que j'ai adorée, une écriture métaphorique et en même temps précise, concise. Elle arrive en fait à être exhaustive avec peu de moyens, donc c'est pour ça que les récits sont courts et je trouve que c'est une prouesse quand même en tant qu'écrivain et écrivaine. Je pense pas que ça va vous surprendre de voir que j'ai choisi À la recherche de Marie, vu que j'avais adoré La femme de Gilles, de la même autrice. Pour moi, ça avait été un choc de lecture. Il est tellement
fâchant, ce roman-là. C'est incroyable ce qu'elle vit, la pauvre femme de Gilles. Et Gilles, il est abaffé, Gilles. Et c'était écrit d'une façon... c'était tellement bien écrit. J'avais adoré ce roman-là. Et maintenant, je veux tout lire de l'autrice. Donc, quand j'ai vu que j'avais l'occasion, en lisant l'un des favoris de Nabolita, je me suis dit... Go for it. C'est publié chez Zoé et je crois que je vais aller voir d'autres trucs qu'ils ont réédités. Parce qu'il y a vraiment des livres qui étaient intéressants chez eux. Je les ai vus au Salon du Livre de Paris et je vais aller voir ce que je peux trouver d'ici. On va pas se le cacher, à la recherche de Marie, il est moins percutant que La femme de Gilles. Par contre, j'ai beaucoup aimé. Mais malgré tout, c'est terriblement fort ce qu'elle nous raconte. Et ici, on va rencontrer Marie. Marie, elle a 30 ans. Elle est mariée, happily married. Elle habite avec Jean, qu'elle aime énormément. Ils sont en vacances dans le sud de la France. Il fait des starts, lui. Et un jour, pendant que son mari se baigne, elle va observer un jeune homme qui est plus jeune qu'elle, qui est sur la plage, et elle va le revoir, et quand elle va retourner à Paris, elle va reprendre son numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'elle va faire avec tout ça? C'est une étude de personnage. Pour aimer ce roman-là, il faut aimer les romans qui tournent autour d'un seul personnage. Ici, ça tourne autour de Marie, qui va découvrir petit à petit qui elle est en tant que femme, hors de son rôle d'épouse, hors de son rôle de sœur, parce qu'il y a sa sœur qui est également très très présente et qui va pas toujours bien, puis qui en fait voir des fois toutes les couleurs. Bref, on va observer son évolution, sa psyché à travers sa vie quotidienne, ses balades quotidiennes et les défis auxquels elle a à faire face tous les jours. Si on regarde le titre « À la recherche de Marie », il y a peut-être un petit hommage à Proust. J'ai trouvé un côté Virginia Woolf aussi avec Mrs. Dalloway, mais moins snob un peu peut-être. Oui, on est vraiment dans ce flux de pensée qui suit le personnage à travers ses balades. J'ai trouvé qu'à travers les yeux de Marie, on voyait la plage, on entendait les vagues et on voyait Paris surtout. On voit ses cafés, on voit ses promenades dans les rues, on s'y croirait. Et pourtant, il n'y a pas de grande description, ce roman qui est court, mais c'est une écriture de détails. Et elle a tellement le don pour choisir les bons détails. On a l'histoire d'une femme qui apprend à être présente à elle-même à ce moment précis. Elle va porter attention à des petites sensations, à des petites choses qu'elle voit et qui vont faire qu'elle est là, elle est ancrée dans le présent et elle peut en profiter. Elle va s'ouvrir à ses désirs, à ses envies. Bref, elle va voir qu'il y a un éventail de possibilités hors son mari. Ça veut pas dire que ça va toujours bien. Il y a des fois, elle est pas contente. Elle vit des déceptions, elle vit des désillusions, mais son évolution, ça fait plaisir à voir. Il y a une touche de féminisme un peu dispersée dans tout ça. On se rappelle que ça a été écrit dans les années 30. En fait, c'était publié dans les années 40 parce que Madeleine Bourdoux, elle voulait pas confier son manuscrit à un éditeur qui était pro-nazi. Donc, c'était un petit peu plus long. Il a été publié en Belgique. C'est une autre réussite pour moi avec cette autrice. J'ai beaucoup aimé. Et boy, que j'ai déjà été meilleure. On va y arriver, vous pensez? Allons-y maintenant avec Mimsley. Dans ce qui me tentait, il y avait Blue Sisters de Coco Mellers, Black Butterflies de Priscilla Morris et Small Things Like These de Claire Keegan. Allons voir ce que j'ai choisi. Small Things Like These de Claire Keegan et j'ai vraiment beaucoup aimé. Si je dis que c'est un roman, en même temps, je pense que c'est plutôt une novella parce que c'est hyper court et ça se lit hyper facilement en plus. On suit l'histoire d'un Irlandais à la fin du XXe siècle qui est un marchand de charbon et on suit du coup sa vie puisqu'il vit avec sa femme, avec ses filles, il a une vie plutôt normale. Mais grâce à sa vision, on va se rendre compte qu'il y a des excès dans la société religieuse de l'époque en Irlande. Il va avoir très envie de faire quelque chose pour remédier à cette situation, sauf qu'il va être freiné par sa femme qui lui demande de ne pas s'en mêler pour éviter les problèmes. Et nous, on va suivre du coup ce dilemme qu'il va vivre. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, ça m'a donné très envie de découvrir d'autres livres de cette autrice. Ce roman-là a été traduit en français sous le titre « Ce genre de petites choses ». Je l'ai lu il y a un moment déjà et je vous avoue que si j'avais pas ma chronique ici, là, je ne serais absolument pas capable de vous en parler. Je me rappelais plus du tout de quoi ça parlait. On est donc en Irlande, en 1985, on est avec Bill Furlong et on est dans la période de Noël. Un jour, il va faire une livraison au couvent local, il va voir un truc qu'il n'aurait pas dû voir et là, il va tout remettre en question, présent, passé compris, là, c'est une révélation pour lui. Je dis que j'en ai pas tant de souvenirs, mais j'avais aimé ça à ma lecture, c'est super court, je pense que ça a 100 pages. En fait, c'est la vidéo où je vous parle de romans courts, je crois. Bill, c'est un homme ordinaire, il est marié, il est père de 5 enfants. Il aurait pu fermer les yeux sur ce qu'il a vu au couvent, mais c'est un homme droit et il peut pas. Lui, il est né d'une fille mère, il n'a jamais connu son père. L'employeuse de sa mère avait décidé de garder sa mère et son garçon pour s'en occuper. Donc, une histoire de vie qui est pas nécessairement évidente et qui le rend peut-être perméable aux souffrances des autres.
Parce que ce qui se passe, c'est assez horrible. Et ce qu'il réalise, c'est que dans son petit village très conservateur, très profondément catholique, où tout le monde se connaît, tout le monde reste à sa place, il faudrait surtout pas créer un truc, ben, il y a beaucoup de gens qui savaient ce qui se passait et ils n'ont rien fait. Ils étaient complices. Lui, il ne comprend pas ça et il va réagir à sa façon par rapport à ça. C'est donc surtout un voyage intérieur. C'est l'histoire d'un homme qui se remet en question après avoir été témoin d'un truc terrible. Puis c'est incroyable de penser que ça se passe en 1985, tout ça, là, c'est arrivé pour vrai. Mais la plume permet de passer au travers parce que c'est fait tout en pudeur. Il n'y a rien qui est gruesome là-dedans, là. C'est vraiment très très bien écrit. Ouais, sordide, c'est pas sordide, c'est ça que je voulais dire. Bref, même si mes souvenirs étaient flous au départ et si j'ai vraiment eu besoin de ma chronique pour me souvenir du roman, quand je la relis, là, je m'en souviens, puis je me souviens des émotions que ça avait suscité en moi. J'ai aimé qu'il y ait eu une note d'espoir. J'ai aimé aussi le réalisme des réactions. C'est l'emprise de la religion sur tout ce petit monde-là, là, c'est tellement prégnant, c'est tellement là, c'est dans chaque mot. C'était une très bonne lecture et j'ai beaucoup aimé. Puis si vous n'êtes pas sûr, ben essayez, c'est 100 pages, là, ça se lit tout seul. Dernière booktubeuse maintenant, je n'avais pas sélectionné Flo & Books dans ma liste de départ parce qu'il y avait seulement un titre que j'avais en commun avec elle. Mais dans cette liste, il y avait plein de choses qui m'intéressaient, dont le roman que j'ai fini par lire, et je vous laisse l'écouter, nous en parler. Ensuite, on passe à La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez, qui là, en tant que prof de danse, j'avoue, m'a énormément touchée sur le domaine artistique et sur le côté poétique et artistique aussi de sa plume à elle, pour nous raconter, pour nous faire un parallèle, pour nous inclure la guerre en Ukraine et la danse. Comment faire ce parallèle-là ? Et bien vraiment, lisez La ballerine de Kiev parce que c'est magnifique. C'est, est-ce que j'ai besoin de le dire, basé sur des faits réels ? Bien sûr. Et c'est tellement proche de nous qu'on se sent forcément en empathie avec les personnages. C'est magnifique, c'est superbe, il faut absolument lire ce bouquin. Entendons-nous, ce roman-là, là, si je ne l'avais pas vu dans plusieurs listes de favoris, si Malo de Malo Books n'en avait pas parlé sur un live de Séverine, je l'aurais jamais lu, à cause de la couverture. J'avais l'impression que c'était une genre de petite romance cucu. Et Dieu sait que ce n'est pas ça. C'est un roman qui est tellement émouvant, là, ça n'a pas d'allure. Et en plus, ça parle de danse, ça parle d'art, tout ce que j'aime. C'est donc inspiré d'une histoire vraie, mais c'est pas cette histoire-là. C'est pas une biographie des vrais personnages, là, c'est vraiment inspiré d'eux. Et on rencontre un couple de danseurs étoiles. Il y a Svetlana, il y a Dimitro. Ils travaillent à l'Opéra de Kiev. Ils ne vivent que pour la danse et leur corps, c'est super important de s'en occuper. C'est leur outil de travail. Sauf que nous sommes en 2022, la guerre va éclater et la première scène de danse qu'on lit dans le roman, nous le savons, mais elle ne le sait pas, c'est la dernière fois que le couple qui sont amoureux dans la vie et souvent sur scène vont danser ensemble. Dans ce roman-là, on va suivre les deux personnages séparément parce qu'ils vont faire des choix différents tous les deux. On a affaire à deux personnages qui étaient zéro équipés pour la guerre, t'sais, comme la plupart du monde d'ailleurs. Là, personne n'est équipé pour ça. Mais eux, leur quotidien, c'est les paillettes, c'est le glamour. Oui, danser, c'est très difficile physiquement, ça demande une endurance incroyable, ça demande une implication, une abnégation incroyable, mais on part des paillettes aux abris souterrains, aux bombes qui tombent et surtout à la peur qui est partout, partout, partout. Tout ça, ça l'a donné un roman très touchant, très émouvant. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de douleur, mais c'est pas fleur bleue, non, c'est pas mélodramatique non plus. C'est très réaliste à propos de ce que ces personnes-là ont pu vivre dans ce contexte-là. La guerre, elle est pas romantisée, là. Jamais. Et ça, même si on a des personnages qui doivent s'élever plus haut qu'eux-mêmes, qui doivent faire des choses dont ils n'auraient jamais cru être capables. Bien entendu, la guerre est pas finie quand le roman se termine, là. Elle n'est pas encore finie, la guerre. Par contre, ça parle d'amour, ça parle de choix, ça parle de solidarité, ça parle de résilience aussi, parce qu'il en faut tellement pour être capable de survivre à ce qu'ils vont vivre. Puis survivre, ben des fois, c'est pas si simple que ça. Je trouve que c'est un roman qui humanise tous ces gens qui vivent dans la guerre, ça leur donne un visage. En plus de ça, il y a une vraie réflexion sur la place de l'art, sur la place du beau dans ce type de situation-là. Et ça, ben, c'est un sujet qui me passionne, comme vous le savez. Svetlana va choisir de se dépasser, elle va choisir d'essayer de porter un peu de lumière. Et bien entendu, on va garder le souvenir de port de bras, de Tchaïkovski, de scènes éclairées, mais aussi d'ailes d'hôpitaux, de personnes qui sont trahies par leur corps et aussi de visites au cimetière, parce que bien entendu, dans une guerre, ben, ça va un peu de soi. Ça devrait pas, mais c'est le cas. C'était donc une très bonne lecture. Moi, je trouvais que c'était très bien écrit. Je l'ai fait lire à ma mère, qui a également beaucoup aimé. Puis c'est rare qu'on est d'accord sur les livres. En fait, non, ça arrive souvent, mais c'est rare qu'on aime autant
l'une que l'autre. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que si vous ne lisez que des Own Voices, l'autrice, elle n'est pas ukrainienne. C'est une journaliste, elle est allée en Ukraine, elle a fait des recherches, mais ce n'est pas son histoire à elle qu'elle raconte. Donc, tenez-vous-le pour dit. Alors voilà, c'était tout pour cette 3e vidéo de ma série Je lis les favoris de. Il y en a 2 autres qui devraient arriver parce que j'ai fait assez de lecture pour 2 autres vidéos. Faut juste que je les tourne puis que je les montre. C'est une toute autre histoire. Mais c'est une série que j'adore parce que ça me fait faire des découvertes à chaque fois. J'ai toujours des coups de cœur dans cette série-là, donc je vais continuer. Alors, dites-moi tout. Est-ce que vous avez lu l'un de ces romans? Est-ce que vous pensez que j'ai fait le bon choix à travers mes présélections? Dites-moi tout dans les commentaires parce que ce que je préfère sur les réseaux sociaux, ce sont les échanges. Je veux avoir un gros club de lecture avec moi. Bon, gros, on va s'entendre. J'ai quand même une petite audience. Si vous êtes encore là, vous pouvez me mettre un petit emoji qui fait France, une petite tour Eiffel, ouais, une petite tour Eiffel parce que ça parle de favoris de booktubers français et en plus de ça, j'arrive de France. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et à la prochaine!